En virage cette semaine, on fait l'essai du Jeep Grand Cherokee 4X. Preuve que le printemps est bien arrivé. On débute nos chroniques avec des harnais pneus mécaniques ainsi que Silver Wax. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et on répond à vos questions. Alors, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. Et pour passer à travers toute cette matière, Jacques Bienvenu et Marc Bouchard sont là. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Alors, beaucoup de travail à l'émission aujourd'hui, messieurs. J'espère que vous êtes prêts et de bonne humeur. On l'est. Bon, parfait. On va commencer avec le Jeep Grand Cherokee 4X. Donc, ça veut dire version hybride branchable et un Cherokee, on dirait, transformé. Puis on a même un peu changé, Marc, on dirait peut-être la philosophie du véhicule pour s'en aller vers le haut de gamme. C'est probablement le plus gros problème de ce véhicule-là, en fait. Parce que, rappelez-vous, messieurs, dans votre jeune temps, le Grand Cherokee était un véhicule d'aventure. C'était un vrai Jeep au sens Jeep. C'était évidemment pas un Wrangler, là, mais on était quand même dans les capacités hors route. On était quand même... Et je me rappelle d'avoir participé à des lancements où on nous amenait dans des conditions vraiment difficiles avec le Grand Cherokee. Aujourd'hui, on va nous amener dans un quartier huppé. C'est pas exactement le même genre de véhicule. On est vraiment... On le sait, Jeep a divisé sa gamme entre les aventuriers Wrangler et ceux qui en découlent, et le Wagoneer, Grand Cherokee, donc des versions qui sont plus de luxe. Celui qu'on a en studio est particulièrement luxueux, il faut le dire. Ça a d'ailleurs été une plainte assez remarquable parce que le prix d'achat l'an passé, notamment, était, disons, surprenant, si on veut être poli. Mais c'est autour de 80 000 là. Faut pas, oui, faut pas se cacher. Il y avait les versions les plus haut de gamme qui allaient jusqu'à 90 96 000 ce qui est énorme pour un Grand Cherokee, il faut le dire. Sauf que là, bon, on est redevenu un peu plus raisonnable. On offre des rabais, des rabais d'intérêt aussi. On se retrouve avec un modèle qui est intéressant parce que tu l'as mentionné, c'est le 4XE, donc version hybride branchable, capacité 40 km d'autonomie 100 % électrique, qui est à peu près réaliste, on va le dire. Là. On fait entre 38 et 42 facilement, malgré la température. J'ai dépassé le 40 km facile 2 fois, à 2 reprises. C'est ça. Fait que ça se fait assez facilement. Bonne capacité de régénération. Plus transparent que ça l'a déjà été, mais un peu à l'instar du Chrysler Pacifica hybride, on a vraiment misé beaucoup sur la récupération d'énergie pour être capable justement d'atteindre cette autonomie-là. Un moteur qui est sans problème, on va le dire, 4 cylindres turbo 2 litres, la version Hurricane. Des nouvelles générations de moteurs chez Chrysler. Je t'avoue que j'ai un faible pour le Hurricane 3 litres, mais ça... On se refait pas. Il va falloir attendre 1 an ou 2 avant de le voir arriver dans le... Mais il est déjà annoncé dans le Grand Cherokee, donc on devrait l'avoir très bientôt. Exactement. Mais c'est quand même, on ne néglige quand même pas la puissance. 375 chevaux, 470 livres-pieds de couple, avec, il faut le dire, un intérieur... Là, je parle des capacités mécaniques, là, mais je fais du coq à l'âne parce que ça ne veut plus rien dire, ces capacités mécaniques-là, quand tu t'assis dans la voiture et là, tu es dans une limousine, littéralement. Système de son artisanal complètement fou. Un design intérieur qui est absolument fabuleux. Bref, c'est un aventurier de très grand luxe qui, à la limite, et là, je vais m'étirer le coup assez loin, est capable de presque faire concurrence à Land Rover. Bien, c'est exactement là où ils sont, parce que suspension ajustable, donc tu peux monter. Tu as les systèmes de traction également qui font en sorte que tu peux choisir ton mode de conduite qui est très complet. Je ne sais pas, il y a 3 différents systèmes de traction sur le véhicule. Alors, donc, on peut le choisir selon ce qu'on veut faire avec. À ces prix-là, aller très loin dans la hors-route, c'est à vos risques et périls parce qu'une belle carrosserie comme ça, tu fais attention. Mais dans l'ensemble, au niveau du luxe, c'est vraiment un véhicule qu'ils ont fait plutôt pour faire de la grande route que faire du grand hors-route. Alors, moi, je le préfère dans la hors-route et au niveau de l'économie de carburant...
combiné à 4 points quelques litres au 100 km. Tant que tu as du jus, si tu as, de l'électricité dans ta batterie, tu le mets en mode hybride et il fait une bonne gestion du système. Alors, moi, je pense qu'ils ont fait un très bon travail de ce côté-là. Oui, bien, je vous entends parler là, au niveau du hors-route et quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de véhicule-là? Les Grand Cherokee, bien, moi, ce que j'en sais, premièrement, c'est qu'on va situer tout de suite où il est construit. Il est construit à Détroit, au Michigan. C'est un vrai véhicule américain et qui est dans la lignée vraiment de Jeep. Et c'est des véhicules, lorsqu'on parle de capacité hors route, bien, vous en parlez justement. Jeep, c'est connu. C'est connu qu'on peut faire du hors-route avec. Mais est-ce qu'on y va avec un véhicule semblable? Ça, c'est une autre chose. Moi, j'aurais une grande retenue, là, je vous dis. J'aimerais pas ça être obligé de laver ça puis finir, puis ça serait toute sale. Il ne faudrait pas résister à ça. Mais c'est un véhicule qui a été redessiné en 2022 et on le présente actuellement comme un véhicule qui a vraiment été amélioré au niveau finition intérieure, au niveau luxe, au niveau tableau de bord. Tableau de bord, ça a changé, mais pas à peu près. Au niveau du confort aussi, ça a donné un grand coup. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est un véhicule on peut l'avoir, Jeep, avec des moteurs V8 traditionnels, alors, qui est le V8 qui fait 357 chevaux. Au niveau consommation d'essence, là on vient de donner 5,7, il va disparaître, par exemple. Il va disparaître lui aussi. Il va être remplacé par le moteur que Marc veut avoir, là, le 3 litres. Ouais, je souhaite de l'avoir le plus rapidement possible. Il y a un V6 aussi, 3 litres, Marc, qui fait 293 chevaux. Puis le moteur 4 cylindres turbo qu'on a ici, qu'on a parlé un peu tout à l'heure, qui fait tous les horsepower, en anglais, on peut souligner. La batterie qu'il y a dans ce véhicule-là, c'est une 17 kWh. Alors, tout ça, ça nous permet justement d'avoir, sur la grande route surtout, j'avais trouvé ça aussi dans d'autres véhicules qui avaient ces systèmes hybrides-là, si on veut, qui nous permet de rouler, exemple, à 100 km/h. Et tout à coup, on a l'impression que le moteur arrête complètement. Et c'est transparent, là. Puis ça retombe immédiatement avec le moteur qui va nous emmener à des kilométrages drôlement intéressants. Transmission 8 vitesses. Et selon le modèle de véhicule qu'on va acheter dans le Grand Cherokee, bien, il y a des roues 18 pouces, 20 pouces, 21 pouces, 22 pouces. Là, on est sorti du hybride là, à ce moment-là, pas mal. Le coffre, on parle du coffre en arrière. Le coffre arrière qui fait 500 litres, c'est un petit peu moins qu'un Telluride et c'est un peu moins aussi que le Honda Pilot. Ça m'a surpris quand j'ai fouillé pour trouver ces choses-là. Et le système Uconnect dans le véhicule qui est maintenant drôlement intéressant à ce qu'il y était. Alors, 7 ou 8 passagers selon le modèle qu'on achète. On dit qu'on manque d'espace à l'intérieur. Encore là, je pense que quand on décide d'acheter un véhicule comme ça, on est allé le voir, on est allé l'essayer et ça nous donnait l'espace qu'on pouvait avoir. Une autre chose, c'est qu'il s'en est vendu au Québec en 2022 parce qu'on a de la difficulté à avoir les rapports pour le 2023, mais 365 et au travers du Canada, 2561. Alors, ça va varier au cours des années et ça varie surtout avec les prix. Parce que quand les gens voient les prix très élevés, ils ont de la difficulté à se diriger vers ça. On va magasiner. La compétition est rendue. La compétition est rendue solide. C'est ça qui est pénalisant, c'est qu'ils ont mis le véhicule tellement luxueux et ils ont tellement mis d'options de luxe à l'intérieur. Écoutez, le système de son Macintosh à l'intérieur de ce véhicule-là, c'est incroyable. Les ajustements que tu peux faire, moi, je ne m'y retrouve pas au complet là-dedans, là, mais tu peux ajuster le son de façon incroyable. Alors, c'est même extraordinaire la façon. Et tu peux avoir les sièges massants. Il y a de l'équipement à pu finir dans le véhicule. Toute la technologie possible, inimaginable, se retrouve dans le Grand Cherokee. Alors, ils ont fait un véhicule de luxe. Et ils gardent le Cherokee comme un véhicule un peu plus hors route, même si on a une version Trailhawk avec le 4XA qu'on peut avoir également. Ça reste que c'est un véhicule quand même très haut de gamme. Mais il manque un véhicule là, dans la gamme. Il manque peut-être le Cherokee qu'on
on puisse le retravailler pour venir combler un peu l'espace entre Mais les c'est deux. effectivement le gros problème parce qu'on n'a plus les versions d'entrée de gamme du Grand Cherokee qui nous permettaient d'avoir un accès assez facile à ce genre de véhicule-là. Là, on a vraiment fait un step très, très élevé. On l'a, à mon sens, trop collé sur le Wagoneer en termes d'équipement, en termes de luxe, en termes de... on a vraiment voulu trop jouer cette carte-là. Mais ça demeure un véhicule extrêmement agréable. Oubliez le luxe, là. Prenez strictement ce que le Jeep a à vous offrir. On parle d'un moteur 4 cylindres qui est super efficace, qui jusqu'à maintenant s'est avéré très, très fiable. Boîte automatique 9 vitesses qui va bien. Dieu sait qu'elle a eu des problèmes dans le passé. Mais là, il n'y en a plus, c'est réglé. On parlait des modes de conduite, des différents rouages intégraux qu'on peut modifier. C'est incroyable comme efficacité. On a des gadgets... qui sont littéralement, un peu flyés, là, comme le hood transparent, le capot transparent à la Land Rover. C'est pas sûr qu'on a besoin de ça, mais pour la conduite, le 4XE, en plus, il est efficace, ça donne du couple, c'est vrai. Il y a une accélération qui est notable. Le gros bémol, à mon sens, malgré tout, c'est la consommation une fois qu'on a vidé la batterie. Parce que c'est bien beau quand on a une batterie pleine, ce qu'on est capable d'économiser, mais autrement, on est à une moyenne d'à peu près 9,8 litres au 100. Ça, c'est quand on est gentil. Fait que, évidemment... Bien, pour la dimension du véhicule, le poids du véhicule, la batterie additionnelle et tout ça, ça demeure quand même correct sur la grande route. C'est à faire attention, évidemment, mais pour moi, que j'en ai fait de la route avec le véhicule, c'est vrai que pendant tout le long que la batterie qu'elle est là, tu consommes rien parce que le système t'envoie vers l'électricité et si tu forces un peu, il te revient à l'essence. Tout ça fait en sorte que tu consommes à peu près 4 litres au 100. C'est vraiment économique. Une fois que ça s'est passé, si tu es sur la belle route, là, sur la 20, tu vas être autour de 9 litres au 100. Mais sinon, tu vas frôler le 10 litres. Mais avec un véhicule de ce poids-là, ça demeure quand même correct. Quand tu payes un véhicule 80 000, là, tu ne viens pas chialer sur 2-3 litres au 100. Moi, je pense qu'on peut toujours chialer sur 2-3 litres au 100. On peut toujours chialer sur n'importe quoi. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, je pense que c'est au niveau de la capacité de remorquage qui est élevée. Oui. De 5 200 livres à 10 000 livres selon le véhicule que vous allez 4XA, je pense que c'est 6 000. C'est 6 000 pour le 4XA. Alors, 6 000 pour le 4XA, c'est quand même... Alors, ça permet justement, les gens qui veulent aller hors route, qui veulent aller un peu... En tout cas, hors route, là, comme moi je ferais, là, des routes un peu difficiles, mais qui ne beurreraient pas tout mon véhicule. Mais ça va me permettre d'avoir une belle roulotte en arrière ou les autoneige ou les motos, etc. Ça me permet justement d'aller jouer à une certaine distance de la route. Absolument. Ouais. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques. Restez avec nous. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Chez Desharnais, profitez d'une remise postale allant jusqu'à 80 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Bien content de commencer les chroniques de pneus parce que déjà, je me fais demander, Danny, comme à chaque année, c'est quand le bon moment pour enlever nos pneus d'hiver? Puis là, on arrive dans les bonnes dates. Puis probablement encore plus cette année avec l'hiver qu'on a eu, un hiver très doux, pas beaucoup de neige, la date de changement de pneus qui est le 15 mars. Je peux déjà te dire que le 15 mars, on avait des rendez-vous, on était plein. Est-ce que c'était la bonne date pour changer les pneus? La réponse, c'est non. Sincèrement, à partir du 15 avril, là, c'est vraiment la bonne date. Puis aller jusqu'à la fin mai, il n'y a aucune problématique pour changer nos pneus. Les gens viennent nerveux très, très rapidement. Mes pneus vont fondre. Ouais, les pneus vont user trop vite. Sincèrement, tant que le bitume, tant que les nuits sont froides, ces choses-là, il n'y a pas de stress. Okay. Pour de vrai, il ne faut pas paniquer avec ça. Aller jusqu'à la fin mai, il n'y a aucune problématique. Lorsqu'on appelle et que notre rendez-vous est un petit peu plus loin, il ne faut pas paniquer. Gardez votre calme, effectivement. Exactement. Avec le changement de pneus, Danny, on en profite pour faire un changement d'huile?
changement d'huile, inspection. Ouais. Comme on a dit, un hiver doux, ce que ça fait, c'est qu'on voit moins de véhicules pour des problématiques de batterie, pour des problématiques de démarrage, ces choses-là. Ça ne veut pas dire que votre batterie est en bonne condition. On le sait, les extrêmes, les températures très chaudes, les températures très froides vont faire en sorte que ça peut occasionner des problématiques de batterie. Une petite inspection, vérifier le système de charge, s'assurer de vérifier les autres huiles, l'huile à transmission, le Prestone, la lentigel, toutes ces choses-là. S'assurer de faire une petite inspection d'usage je crois, qui est de mise parce qu'on arrive au printemps. Passer un bel été, les vacances arrivent aussi, fait qu'on veut en profiter. Puis c'est important d'inspecter nos pneus aussi, savoir si nos pneus sont en bon état. Effectivement, s'ils sont montés déjà sur des roues, est-ce que ça vaut la peine de faire un balancement ou ça vaut la peine de les inspecter davantage, puis surtout regarder pression d'air? Beaucoup de choses à regarder, là. Sincèrement, il y a quand même plusieurs personnes qui font ça, les changements à la maison. Est-ce que ça se fait? La réponse, c'est oui. Par contre, effectivement, il y a des choses très importantes à vérifier. Sens de direction, sens de rotation du pneu, désinstaller du bon côté, bien nettoyer les assises, bien nettoyer le derrière des jantes. Malheureusement, une perte de roue peut être liée à une mauvaise assise. On n'a pas enlevé les petits galets de rouille ou ces choses-là au niveau du hub, qu'on appelle communément. C'est certain que ça peut créer certaines problématiques. Autre chose qu'on peut voir, Daniel, c'est que les gens, quand ils ont deux ensembles de roues complets, bien souvent, ça vient avec deux ensembles de boulons. Ouais. Puis des boulons, ça peut avoir l'air bizarre de dire ça, mais il y a des assises de boulons différentes. On peut avoir 4-5 assises différentes. Fait qu'une mauvaise assise, d'utiliser nos mauvais boulons avec l'autre kit de jantes ou de roues peut créer des problématiques. OK. Puis quand les pneus sont déjà montés sur nos roues, est-ce qu'on doit les faire balancer? Est-ce qu'on peut perdre une balance, quelque chose? Parce que si on les fait à la maison, on n'a pas la machine. On part avec, puis ça shake. Effectivement. Puis même en magasin, on le demande toujours aux clients. Est-ce qu'on vérifie votre balancement? Puis sincèrement, si on prendrait 100 clients et on lui demandait est-ce que ça vibrait l'été passé? Ça fait quand même presque 6 mois qu'on n'a pas roulé avec nos pneus d'été. Puis une vibration, c'est rare que ça part très, très rapidement. Non, c'est graduellement qu'on a un peu de vibration, qu'on la tolère. Fait que souvent, on s'en rappelle plus quand on les installe au printemps. Puis là, on part avec une vibration. Fait que ce que je dis aux gens, les gens qui roulent, exemple, un 10-15 000 km par été, faites donc vérifier votre balancement. Les gens qui roulent 2 000 km, OK, on peut les installer comme ça peut bien aller, mais je suggère fortement parce que, tu comprends, on balance pas, on installe, le client doit prendre un autre rendez-vous parce que là, ça vibre. Là, des fois, c'est un peu plus compliqué, puis on paye en double. L'azote, moi, c'est oui. Mais je ne sais pas si c'est bon pour moi, mais ça fait en sorte qu'on dirait que je vérifie moins mes pressions d'air. Est-ce qu'on y va avec l'azote ou non? C'est une bonne décision? Bien, sincèrement, dans mon cas, c'est oui, dans les deux cas, l'été et l'hiver. J'ai des gens qui préfèrent mettre ça l'hiver parce que les variations de température sont plus grandes. Les gens qui font les longues distances l'été, les gens qui tirent, les gens qui sont un peu plus chargés l'été, effectivement, l'azote va vous permettre de garder une température qui est beaucoup plus constante. Qu'est-ce que ça veut dire, température constante? Usure de pneus plus droite, usure de pneus moins rapide, meilleure stabilité. Il y a plusieurs avantages à faire ça. Fait que pour un frais qui est quand même minime, je suggère fortement aux gens d'y aller avec l'azote. Est-ce qu'on fait aligner le véhicule à chaque changement de pneus? Sincèrement, je ne pense pas que c'est nécessaire. En toute honnêteté, Daniel, je pense qu'un alignement par année pour quelqu'un qui roule à peu près 20-25 000 km, c'est suffisant. Par contre, nous, quand on va faire le changement de pneus, on va toujours inspecter les pneus. Fait que c'est sûr que si on voit une usure anormale au niveau de l'épaulement, un pneu qui commence à user un peu en écaille de poisson, comme on dit, là, qui est accrochant un peu, c'est certain qu'on va le faire. On va faire mention au client pour vérifier l'alignement. Un alignement, centaines de dollars, là, entre 100 et 125 pour préserver des investissements qui vont souvent jusqu'à 2000 avec les nouveaux pneus, les nouvelles grandeurs. Je pense que c'est un bon investissement. Ça vaut la peine. Bon, le gros sujet, on y arrive. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais les pneus d'hiver l'été. Là, j'en vois de plus en plus. Oui. Moi, ça m'inquiète. Je sais que c'est pas nécessairement... Pour moi, c'est pas nécessairement une bonne idée. On doit-tu faire ça ou on doit pas faire ça? Parce que la plupart des gens à qui j'ai parlé, pourquoi vous faites ça? Mais je ne mettrai pas l'année prochaine. Ça fait que je vais ménager mes pneus d'été, puis je vais user eux autres, mes pneus d'hiver jusqu'à la limite.
Est-ce que c'est sécuritaire de faire ça? La première question, c'est sécuritaire. La réponse, c'est non. Si le pneu d'hiver est plus assez bon pour le mettre l'hiver d'après, clairement, on parle qu'il est rendu à peu près en 32e, on va parler d'un 5 à 6 32e. En millimètres, on va parler d'un 4 à 5 mm, moins d'un demi-centimètre. Si on arrive, il y a des accumulations d'eau, il se passe quoi au niveau de l'aquaplanage? C'est très dangereux. Deuxième chose, la construction d'un pneu d'hiver, le type de composé qu'on utilise d'un pneu d'hiver va beaucoup moins dissiper la chaleur. Donc, le pneu monte en température, le pneu va travailler beaucoup moins bien, distance de freinage allongée, situation d'urgence, évitement d'un obstacle. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'avantages à rouler chez les pneus d'hiver. Une question de budget, on est serré dans le budget. OK, mais roulez pas trop. Faut pas, les gens qui font 8, 10, 12 000 km par été, de rouler sur des pneus d'hiver pratiquement finis, à mon point de vue, c'est un peu... c'est pratiquement dangereux. C'est pas très sécuritaire, on va dire ça comme ça. Donc, dernier conseil, Danny, c'est si les gens n'ont pas pris leur rendez-vous pour le changement de pneus, c'est le temps de le faire. Oui, puis comme tu as si bien mentionné au début, soyez pas trop nerveux. Si ça va à la fin mai, tout est sous contrôle, les pneus ne devraient pas user trop rapidement. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel. Nous sommes de retour au virage et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? Avec Cupra. Cupra. Ouais. Tu sais, dans la série des mystères Volkswagen, ça, Ouais. c'en est un. OK. Cupra, c'est une marque de la compagnie Seat qui appartient au groupe Volkswagen, dont le PDG vient d'annoncer qu'il y aura des produits vendus en Amérique d'ici la fin de la décennie. OK. OK? Donc, on sait que Cupra... Par les concessionnaires Volkswagen? Ou Ça, c'est pas tu vois, clair? on dit, et le mot exact, la citation exacte du PDG, c'est « Nous allons inaugurer un nouveau modèle de distribution ». Oh, On n'en sait pas plus. peut-être des distributrices Peut-être, c'est ça, exactement. Mettons 32 000 et attends. de monnaie. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cupra, ce sont essentiellement des véhicules de plus haute performance. Donc, des véhicules qui sont plus dynamiques, qui sont magnifiques, à mon avis, mais j'aime le style. Tu vas me dire que c'est... Hein? Je suis pas une référence. C'est pas nouveau. Mais je trouve ça très joli. Et effectivement, lui, il dit qu'il va en envoyer. Le problème, c'est que les gens du groupe Volkswagen au Canada ont été incapables de confirmer et l'ont appris, en fait, de la bouche des journalistes qui ne savaient pas que ça s'en venait. Le réseau, on n'embarquera pas sur la question, mais le réseau de concessionnaires en Amérique du Nord est tellement délaissé par Volkswagen, contrairement à ce qu'on offre en Europe comme produit. Je peux pas croire que si on arrive avec des véhicules intéressants, qu'on les vendra pas par l'entremise du réseau des concessionnaires qui est déjà ici, puis qu'on va arriver avec d'autres choses. Souhaitons-le parce que T'sais, c'est comme moi que Déjà, Volvo et Polestar, j'ai critiqué énormément le modèle d'affaires Polestar. Puis encore une fois, j'en reviens pas que ces véhicules-là ne soient pas vendus directement dans les concessionnaires Volvo et entretenus par les concessionnaires Volvo. J'espère qu'on ne vivra pas la même affaire. Souhaitons-le. Mais quand je te dis, moi, c'est le nouveau modèle de distribution. Vraisemblablement, ça va être une vente en ligne, probablement. Là. En tout cas, bref, on verra. Un modèle à la Tesla, Polestar, les autres. Exactement. Ce dont on n'a pas parlé la semaine dernière, on a parlé du Salon d'Auto New York. Il y a un véhicule dont on n'a pas parlé, c'est l'arrivée du Porsche Macan électrique. Véhicule, en fait, deux déclinaisons. Tu as le Macan 4 puis le Macan Turbo qui vont, en fait, jusqu'à 630 chevaux. 0-100, 3,3 secondes. On s'entend, évidemment, l'architecture de 800 volts que l'on connaît du côté de chez Porsche, passer de 10 à 80 de recharge en 21 minutes. Bon, c'est sur une borne de 350 kW, mais quand même, c'est évidemment... La recharge, c'est tel que tel, mais c'est l'autonomie qui me déçoit. Oui, effectivement. Nouveau véhicule, c'est le tout nouveau véhicule. Il y a quelques mois, Porsche annonçait des batteries à 1000 kilomètres, 1200 km. Et là, on arrive avec un véhicule tout à fait dans les normes au niveau de l'autonomie à moins de 500 km. Exactement. C'est 440 à peu près, puis 480 selon la déclinaison. Et tout ça pour un magnifique prix, cependant, parce que si tu veux commander le tien, les commandes sont ouvertes. Le Macan 4 était 99 300 et le Macan Turbo à 125 300 Okay. Je te rappelle que le Macan est l'entrée de gamme du côté de chez Porsche. Je dis Donc, ça, je dis rien. le Cayenne 100 électrique, J'aime mieux pas savoir quelle sera la facture. ça va coûter quelque chose. Puis
Puis encore une fois, 480, c'est correct, là. Oui. Pour la plupart des gens, il n'y a pas de problème. Mais rendu c'est à ces décevant. prix-là, et c'est le tout nouveau véhicule arrivé sur le marché. Alors, on va attendre encore un petit peu avant de voir le 500-600 km. Surtout, et c'est l'objet de la prochaine nouvelle, entre autres, là, tu as le circuit électrique qui a augmenté ses tarifs. Pas augmenté ses Dieu, tarifs. circuit électrique. Pas augmenter ses tarifs, modifier ses tarifs dans Ben. un système un peu complexe de, au lieu de y aller au timing, on y va maintenant Au kilowatt. au ce qui est pas- kilowatt, puis ce qui selon est la pas capacité. fou, là. Ce qui n'est pas fou. Mais ça devient impossible de calculer Ah non, oublie ça, ce là. que ça va te coûter. Tu te fies à ce qu'ils vont te charger, puis tu n'as Ouais. aucun moyen de le contester. C'est ça. En passant, cependant, je dois souligner l'arrivée d'un nouveau site de recharge à Saint-Louis-de-Blandford qui est absolument spectaculaire. Il y a des bornes de toutes les puissances, jusqu'à 300 kW. Tu peux même rentrer des camions avec une remorque en arrière pour te brancher. Tu peux recharger 44 voitures en même temps. Donc, c'est assez spectaculaire, là. Ça vaut la peine de passer voir ça. Et c'est une bonne nouvelle parce que les ventes des voitures électriques, bien, ça n'a pas l'air que ça monte tant que ça. Du moins, si on se fie à ce que Tesla et BYD sont en train de subir actuellement, une baisse incroyable des ventes, 8,5 du côté de chez Tesla, à peu près la même chose du côté de chez BYD. L'action de Tesla, elle est en chute libre, littéralement. Beaucoup ont reproché à Elon Musk son attitude, ce qui est peut-être pas faux, parce que lui, il dit qu'il faut continuer de baisser les prix parce que c'est la seule façon d'en vendre plus. C'est vrai, mais ça affecte la rentabilité. Aux États-Unis, les baisses, malgré tout ce qu'on nous a dit, les ventes sont en baisse. La principale raison, c'est justement l'absence de bornes et de sites comme celui dont je viens de te parler. Il n'y en a pas. Ils ont tous pris le système de recharge de Tesla. Oui. C'est très payant pour Tesla de permettre aux autres compagnies d'utiliser leurs bornes de recharge, mais ça, là, pendant ce temps-là, Mercedes n'a pas mis leur réseau, Ford n'a pas mis leur réseau, GM n'a pas mis leur réseau. Ils ont été par ce qui est plus simple, ce qui est déjà là. Ça. On va l'utiliser, sauf que ça fait en sorte que ça n'ajoute pas. Chez nous, oui, le circuit électrique est là. Le circuit électrique fait un bon travail ici au Québec, mais on n'est pas une référence. Non. Et là, bien, c'est évidemment, il y a des voleurs qui devraient peut-être s'en inspirer, hein? Parce que, rapidement, petite nouvelle, un voleur de Tesla qui a décidé de voler une voiture à Hollywood, réussi à cloner la clé, il est parti avec, il n'a pas regardé la recharge, il restait moins d'1 %. Il a fait 600 mètres puis il a été arrêté par la police. Comme quoi, les voitures électriques rendent les citoyens plus honnêtes. Honnête? Ben moi, je penserais... Sans dessin J'aurais aussi, utilisé, peut-être, mais dans ce j'aurais cas-là- utilisé le terme sans dessin parce que si tu ne regardes pas la recharge avant de partir, là, tu ne voulais pas te sauver trop loin. J'avoue que celle-là est un peu pas intelligente. C'est bon, c'est bon. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et au retour, on s'entretient avec Richard Pelchat de Silverwax. Restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes de retour à virage et je suis maintenant accompagné de Richard Pelchat de Silverwax. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Toujours content de te recevoir parce que la première chronique Silverwax, ça veut dire que le printemps arrive, le beau temps s'en vient. Et, avec le printemps et le beau temps, on sort nos voitures ou on regarde nos voitures pour dire « Oh, il y a du travail à faire ». Et là, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait le premier nettoyage de notre voiture au printemps. Exactement. Ce que j'ai amené aujourd'hui, on va voir, c'est un petit peu d'amalgame de la base pour nettoyer l'extérieur. Tout simplement. Il y a beaucoup de produits, là, mais on n'a pas besoin de tout ça. Il y a des produits qui sont en double et en triple, tout dépendant de ce que les gens Fais-nous pas ont. peur, là, Richard. Oui, bien c'est ça. Là, vous n'avez pas besoin de tout ça. Là. Loin de là, tout dépendant de l'état de votre véhicule. C'est vraiment important. J'ai amené le premier produit, c'est un savon de prélavage. Ça veut dire quelqu'un qui se fait longtemps qu'il ne l'a pas nettoyé, qui en a épais, comme on dit. OK. Puis même au rinçage, ça ne part pas. Un savon de prélavage, c'est pratique pour ça. À ce moment-là, c'est un produit qui est vraiment simple, qu'on dilue 1 dans 5, qu'on vaporise sur le véhicule et ça va faire tomber 75-80 de la grosse saleté. Fait que là, les chances d'égratigner sont diminuées avec ça. Moi, c'est ce que je ferais. Si elle n'est pas vraiment très, très sale, puis ça fait pas longtemps que vous la lavez, on n'a pas besoin de cette étape-là. OK. Mais c'est un savon qui est plus fort un peu, qui nettoie plus en profondeur? Exactement. C'est un savon qui va enlever le gros de la saleté et on le vaporise sur le véhicule sèche.
On ne mouille même pas le véhicule avant. On vaporise le savon dilué sur le véhicule, on le laisse agir 3-4 minutes et on rince tout simplement. OK. Fait que ça enlève. Moi, je m'en suis servi plusieurs fois cet hiver. Des fois, tu arrives, la voiture est complètement blanche. Puis là, tu dis, je peux pas mettre la mitaine là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. À ce moment-là, je faisais un pré-lavage, puis j'étais certain de ne pas égratigner. OK, mais tu le vaporises, toi, idéalement avec un fusil? Oui, avec un petit fusil. Ça peut être n'importe quel type de fusil à mousse. Là. Idéalement, sur une machine à pression là, ou un pompeux, comme on dit, c'est parfait pour ça. OK, parfait. Si, ensuite de ça, on fait un petit lavage, on prend notre savon. On n'a pas besoin d'un savon cire à ce moment-là. Si on pour faire une préparation là, pour l'été, un savon régulier, un ultramousse, on lave le savon avec une mitaine douce, c'est bien important. Et après ça, là, on va commencer la décontamination. Oh! Okay. Là, on embarque. C'est pas compliqué. C'est simple aujourd'hui. On s'assure que le véhicule il est complètement sèche. On prend le nettoyant à particules de rouille ou s'il y a des gens qui ont encore le nettoyant pour dépôt ou ceux qui ont le produit dépôt ferreux. Dépôt ferreux, exactement. Ouais. Les deux produits font exactement la même chose. Mais celui qui devient mauve, là? C'est le nettoyant pour dépôt ferreux. OK. Ça, c'est très visuel. Ce qui est l'avantage de ce produit-là, c'est que c'est un produit qui a un pH complètement neutre. Okay. L'autre, c'est un acide. Ça fait exactement le même travail, mais le nettoyant pour dépôt ferreux. Et on voit partout ce qu'il y a de la rouille. Partout. Okay. Partout. Est-ce qu'on fait... parce que je vois la barre d'argile, puis moi, là, je ne sais pas à quelle étape qu'on l'a fait, la barre d'argile. Avant dépôt ferreux ou après? On le fait après, parce que le nettoyant pour dépôt ferreux va enlever le gros des particules de frein qui sont dedans. Fait que déjà, on va enlever tout ce qui est incrusté. Fait que quand on va passer la barre d'argile, on va en avoir beaucoup moins à enlever. Okay. Puis la barre d'argile est vraiment importante parce que ce qui est vraiment pris, le petit caillou là, qui a commencé à se former en picot de rouille, il faut l'enlever avec la barre d'argile. Et la barre d'argile, en passant, là, quand tu as passé 15 minutes sur ta voiture, là, c'est le maximum. Là. Normalement, ça va vite. Ah oui, avec le nettoyant pour dépôt ferreux en plus, ça enlève pratiquement tout. Et le nettoyant pour dépôt ferreux, on fait juste le vaporiser. On le frotte pas, on le vaporise, on le laisse agir, puis on rince. Le goudron qui s'est accumulé et tout ça... Est-ce qu'on doit l'enlever avant ou le dépôt ferreux va l'enlever? Qu'est-ce qu'on... le lavage, le pré-lavage va faire le travail? Le goudron, je l'enlèverais une fois qu'il est décontaminé. Okay. La raison est vraiment simple, parce que moins qu'on frotte le véhicule, moins qu'il y a de chances de l'égratigner. OK. Fait que là, tout est enlevé, les picots de rouille, c'est parti. À ce moment-là, on va prendre un nettoyant pour, la graisse, tout simplement, pour enlever tous les dépôts. Tous les dépôts qu'il y a sur la carrosserie. Exactement. Fait qu'une fois qu'on l'a décontaminé, on tombe ses jantes, on nettoie les jantes. Là, les jantes, on a 3 produits qui est possible de nettoyer les jantes. On a le nettoyage jantes et pneus. Lui, ce produit-là, c'est le produit qu'on prend tout l'été, qu'on va prendre toute la saison. Ça veut dire qu'on nettoie la jante, on nettoie le pneu. Si on n'a pas pu nettoyer notre jante durant l'hiver, là, elle a commencé à jaunir. Il y a de la poussière. À ce moment-là, on a un nettoyant ultra puissant pour les jantes. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever le jaune sur la jante. C'est vraiment important. Aucun frottage, on le vaporise, on le laisse agir 30 secondes et on rince, c'est tout. Tout le jaune va partir, la jante, elle va revenir pratiquement neuve. OK, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger de briser sa jante avec ça? Ah non, pas du tout. Il s'agit juste de suivre le mode d'emploi. Ça, c'est très important. Dans tous les produits, ça demeure des produits de nettoyage. Il faut suivre le mode d'emploi. Des fois, c'est dit de ne pas utiliser sur une jante chaude. C'est vraiment important. OK. Mais on vaporise 30 secondes, puis on rince, tout simplement. Et le troisième produit? Le troisième produit, c'est qu'on peut prendre le nettoyant pour dépôt ferreux. Si des fois, on a décontaminé, mais on n'a pas de nettoyant ultra puissant, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut le vaporiser. Ça veut dire partout où il va y avoir de la poussière de frein, puis qu'il va y avoir eu de la rouille, on le vaporise sur la jante et ça va venir comme rose, la même affaire, puis après ça, on rince et c'est tout. OK. Puis on le fait après avec... Parce que... Moi, je l'ai déjà fait. Je l'aime, dépôt ferreux, sur la carrosserie, puis j'envoie ça sur la jante en même temps. Ben oui. Fait que les deux sont faits en même temps. Tu peux faire les deux en même temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. On n'est pas obligé d'utiliser jante et pneus avant et dépôt ferreux après? Non, pas du tout. On peut faire les deux en même temps. Parfait. J'ai amené un autre produit. Là, notre véhicule, il est nettoyé, il est beau, il est propre. Des petites égratignures mineures. Tu sais, des fois, on était avec nos gants, puis on rouvre la porte, puis l'intérieur des poignées de porte est égratigné, ou on a eu des petites égratignures. Le produit pour enlever des égratignures mineures, c'est vraiment intéressant parce que ça se fait à la main. On n'a pas de machine et tout va partir avec ça. C'est pas compliqué. Plus que la graphine est profonde, c'est qu'on peut l'utiliser 1 fois, 2 fois, 3 fois sans problème et ça va l'enlever complètement.
Ensuite, il faut protéger un petit peu notre carrosserie. Là. Bien là, on vient... On a peut-être... On a travaillé fort. Oui, on a une bonne heure de travail de fait. Fait que là, c'est le temps. J'ai emmené 2 solutions aujourd'hui. Quelqu'un qui a un céramique coating dessus, bien, c'est Effet Lotus. Effet Lotus, on a juste à le vaporiser. Il va nous redonner l'hydrophobicité. Ça veut dire qu'il va recommencer à perler, le produit. On le vaporise, on l'étend, puis on l'essuie tout simplement. Et ceux qui n'ont pas de céramique coating, à ce moment-là, c'est le scellant céramique qui est intéressant. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diminuer les cheveux d'ange et il va donner une protection pour 1 an. C'est vraiment, vraiment simple à appliquer. Le céramique coating que tu parles, c'est ton produit Nano Oui, c'est Nano 5, One ou Nano X5, exactement. X5, ouais. X5 ou Nano One. Si on a ça, juste un petit effet Lotus, ça fait en masse l'ouvrage. Bon, là, tu as fait la solution pour les méga frotteux. Oui. Ceux qui sont un petit peu moins frotteux, est-ce qu'il y a des étapes, si tu as moins d'étapes que tu veux faire sur ta voiture? Ah, c'est vraiment, vraiment simple. Un bon savon. Oui. On va ensuite utiliser un petit nettoyant à jantes et pneus. Si on veut décontaminer sans passer à la barre d'argile, on peut prendre le nettoyant pour dépôt ferreux. Qui est vraiment pas compliqué. Qui n'est pas compliqué. Et après ça, bien écoute, s'ils veulent mettre une petite protection, on peut aller à la protection directe. Puis L'effet Lotus, c'est assez rapide également qui Oui. pourrait faire le travail. Oui, bien on va faire justement une émission spéciale avec tous les agents de protection où on va expliquer où, quand, puis pourquoi qu'on utilise ça là-dessus. Et on fait la petite touche de finition, le brillant à pneu, là, qui va donner le pneu noir, là, puis qui va rester là pendant une semaine. Voilà. Richard, on se revoit bientôt. On va passer à l'intérieur, les protections, et on va faire le tour, évidemment, de tous tes produits, incluant ceux qui sont un petit peu plus spécialisés. Richard Pelchat, merci. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on vous revient rester avec nous. Nous sommes de retour à Virage 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions et commentaires. J'écoute les questions, surtout au niveau de la ligne téléphonique. Et des fois, vous êtes à votre 2e, 3e message, puis dit « Daniel, vous n'avez pas encore répondu à mes questions. » Je le sais, mais on en a énormément. Alors, un petit peu de patience, mais on va finir par y arriver, j'imagine. Alors, messieurs, on a plusieurs questions. On y va tout de suite. Rémi qui nous dit « Avez-vous de l'info sur la nouvelle Bolt? » Et Rémi n'est pas seul. Il y a plusieurs questions qui recoupent et qui retrouvent la nouvelle Bolt. Moi, je n'ai pas de nouvelles. La réponse, c'est non. On n'a absolument pas de nouvelles. En fait, on nous a dit qu'elle devait arriver en 2026, qu'elle aurait dû ou qu'elle devrait présenter une nouvelle batterie, un nouveau système. Il n'y a rien de tout ça qui existe. Je vous rappelle un petit peu méchamment qu'on n'a pas plus de nouvelles du Silverado électrique et des autres. Alors, chez GM, là, on est un peu la pédale sur le frein de l'électrique, je dirais. On s'est dépêché d'annoncer plusieurs choses du côté de chez GM. Là, au moins, le Blazer commence à arriver à goutte d'eau. Oui, le ils ont Lyriq est réglé à le goutte problème d'eau. de rappel, là. Ben, Il y avait des c'est problèmes de logiciel avec le Blazer. Imagine, il y avait 47 problèmes logiciels avec le Blazer. Mais il y a tous les manufacturiers avec l'électronique, là, ils ont de la difficulté à tout faire gérer ça là, par l'ordinateur. Oui, puis GM, comme Daniel le disait, a tellement fait d'annonces puis tellement voulu lancer de produits en même temps que je pense qu'on a été un petit peu trop rapide. Ouais. Oui, on s'est fait dépasser un petit peu par les événements. Joanne a dit « Je connais rien dans les automobiles. Ça fait 8 ans que je n'ai pas magasiné d'auto. Je me fie pour l'instant qu'au look. Et ceux que je trouve les plus beaux dans l'ordre, c'est le Kona, le Niro, le CX-30 et le Nissan, que je ne suis pas capable de prononcer le nom. Ça doit être le Qashqai. » Probablement. Oui, ou de Kicks, mais la façon dont ils les écrivent, Ouais, c'est pas facile. ça doit être Qashqai, d'après Ouais, moi, ouais, parce ouais. que si je me fie à la catégorie, j'imagine que ça doit être la Qashqai. Mais il n'y a pas vraiment de mauvais véhicules dans cette catégorie-là. Le Kona et le CX-30 se démarquent un peu plus. Le Niro, le nouveau Niro, c'est un autre beau véhicule et bon véhicule. Alors, ça dépend vraiment dans quoi on veut s'en aller. En fait, le moins pertinent, c'est peut-être le Qashqai, justement, qui est le plus ancien, parce que les autres ont été refaits. On le rappelle, le Kona a été complètement redessiné cette année. CX-30, ça fait pas tellement longtemps. Tu l'as dit, le Niro, c'est tout nouveau. Donc, on est vraiment dans des modèles un peu plus récents. Il y a le Qashqai qui date un peu plus. Pas un mauvais véhicule, mais effectivement... Mais qui va changer prochainement aussi. Oui, c'est ça. Il va changer d'ici quelques mois. C'est ça. Kona et Niro sont les deux plus nouveaux véhicules
au niveau du look et du design. Alors, c'est pas mal. Fiez-vous à votre instinct. Ben oui. Exactement. Puis Dans au cette confort, catégorie-là. c'est pas compliqué. Hein? Allez l'essayer, puis asseyez-vous dedans, puis regardez comment vous êtes. Parce que le nouveau Kona est beaucoup plus spacieux qu'il ne l'était. Oui, puis le Niro également est plus spacieux qu'il l'était. Et ils sont disponibles en hybride, en électrique. Alors, il y a des versions un peu plus différentes. Toyota Highlander hybride, est-ce que c'est un bon achat? Pourquoi Honda n'ont pas de pilote hybride? Toute question qui commence par pourquoi Honda n'aura jamais de bonne réponse. Parce qu'on n'a jamais. Je veux dire, on n'a aucune information chez Honda. C'est une stratégie qui est complètement impossible à suivre. Là. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de suivre. Ils n'annoncent rien. Ils n'annoncent jamais rien. C'est tout caché. Puis quand ils annoncent quelque chose, bien, ils ont annoncé un prologue qui est fait en collaboration avec GM, puis ils ont mis fin à leur collaboration avec GM pour se lancer avec d'autres pour aller... Alors, à un moment donné, ça devient complètement fou. Fait que la réponse de Honda, je ne sais pas. Honnêtement, quant au Highlander hybride, c'est un excellent véhicule. Pas le plus amusant à conduire, on va dire ça poliment, mais c'est un véhicule qui a d'une grande fiabilité, beaucoup d'espace et d'une grande douceur. Allez-y, les yeux fermés avec le Highlander. Là, c'est vraiment un beau au niveau véhicule. consommation, il faudra faire attention. Je pense au niveau conduite. Quoique le hybride va toujours demeurer un véhicule un peu plus économique à conduire. Qui est efficace. Le système, c'est fiable. Alors, aucun problème avec ce véhicule-là. F-150 2016, 117 000 km avec le moteur 5 litres, propre, frein et pneus neufs. Chez un concessionnaire, on demande 26 500. 2016, ça fait 4. On est rendu à 7 ans. C'est correct, ça, au niveau ça me semble correct. Si, en plus, un véhicule chez un concessionnaire. Oui. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, vu le nombre de véhicules neufs qui arrivent chez les concessionnaires, les véhicules usagés vont commencer à baisser de prix. Bien, moi, je trouve que c'est raisonnable, ça. Ouais. Bien, 26 000 quelque chose, un véhicule de 116 000 qui te sent. En aluminium. Ils ont Ah, commencé il y a ça. en 2015. Ça, c'est les véhicules. C'est là que ça commence à être payant pour Ford. Puis 100 000 leur km, stratégie 100 000 km en d'aluminium. 7 ans, là, c'est même pas 20 000 km par année. Hein? C'est vrai. Ouais. Tu sais, c'est mais un il y aurait... véhicule qui est tout neuf. Là. Moi, la chose qui m'inquiétait sur ces véhicules-là, c'était au niveau de l'ordinateur, parce que j'ai personnellement quelqu'un que je connais très bien qui a eu un problème d'ordinateur qui a attendu longtemps pour ça, pour qu'on puisse lui changer son ordi. Alors, s'il y a une garantie quelconque qui puisse acheter et qui peut monter à bord du véhicule, là, moi, je suggère ça. C'est un véhicule qui est bon pour encore plusieurs années. Alors, entretien. Puis 5 litres, à part d'être coûteux en essence, c'est un moteur qui est correct, il n'y a pas de problème. Il est correct, il n'y a pas de problème. Ils l'ont annoncé la fin, là, malheureusement, mais ce moteur-là peut faire du haut kilométrage. Changement d'huile, l'entretien de ce moteur-là, c'est tout. Puis, par contre, vous vous ennuierez pas de votre station-service, ça, c'est certain. Florent, il dit, est-ce que l'arrivée des véhicules chinois vont faire baisser les prix pour tout le reste de l'industrie? Ils vont mettre de la pression. Et à quand les véhicules vont arriver? Est-ce que c'est vrai qu'ils vont être moins chers? Donc, je l'entends depuis une vingtaine d'années, ça. Les véhicules chinois vont arriver sur le marché, puis ils vont coûter 10 000 ils vont coûter 8 000 et ça n'arrive pas. Et quand ça va arriver, déjà aux États-Unis, ils ont dit qu'elle allait imposer une taxe sur les véhicules chinois d'entrée. Donc, l'économie qu'on aurait pu faire, il n'y en aura plus. Regarde ce qui est arrivé avec les Coréens. Les Coréens, parce qu'en Corée, on peut acheter des choses. J'y ai été quelques fois, je sais comment est-ce qu'on peut magasiner, acheter des choses là-bas. L'automobile est l'équivalent. Et dès qu'ils sont arrivés ici, les Coréens sont pas fous, là. Ils ont vu comment les autres vendaient leurs voitures. Fait que tu vas te placer juste en bourse, si tu veux, et tu vas vendre des véhicules pareils, puis tu as des bons véhicules à vendre. Je doute pas que les Chinois vont faire la même chose. La seule chose qui arrivera peut-être chez les Chinois, c'est que peut-être qu'ils vont pouvoir être capables de nous vendre des petites voitures et qui vont être adoptées immédiatement pour le marché canadien. Parce qu'il y en existe des petites voitures en Europe qui pourraient venir par ici, mais ils ne sont pas adaptables pour passer Dans la série des autres mystères, parlons Volkswagen. Ouais. Mais effectivement, moi, je pense que c'est ça la clé des véhicules chinois. Les BYD de ce monde, les Geely de ce monde, qui veulent installer une usine au Mexique notamment, pourraient nous amener des véhicules de plus petite taille, véhicules électriques, donc moins dispendieux. C'est la seule façon qu'ils ont d'offrir des véhicules moins chers. Mais tu l'as dit, pour le moment, les Américains ont dit que ça ne rentrera pas chez nous, sinon il va y avoir 20 de taxes. Alors, on verra ce que ça va donner au Canada.
Mais effectivement, ce serait la taille des véhicules qui déterminerait davantage le prix plutôt que le coût réel. Si on se rapporte à il y a plusieurs années, le rêve du véhicule chinois pas cher, c'était des véhicules qui n'étaient même pas légaux d'importer ici. Donc, on pouvait avoir des véhicules que si tu regardais qu'est-ce qu'il y avait à Détroit, c'était épouvantable. C'était mal assemblé, c'était tout croche. C'était des copies souvent de Mercedes ou de BMW à peu près mal faits. Donc, ces véhicules-là, oui, auraient été moins chers. Mais les véhicules qu'on voit présentement qui sont développés par BYD, Geely et les autres, c'est des véhicules de qualité. Ce qu'on nous montre, c'est de qualité BMW, Audi, c'est du haut de gamme. Parce que Donc, on est capable d'en faire dans tous les segments de marché. Parce que les Chinois sont capables de construire des choses pas dispendieuses, mais ils sont capables aussi de faire des choses de grande qualité. Et à ce moment-là, la qualité, il faut la payer. C'est ce qui arrive. Les prix... oui, une constatation ici au niveau des prix affichés chez les concessionnaires automobiles, parce qu'on dit que les prix des autos sont souvent absents chez plusieurs concessionnaires, autant à l'extérieur que dans les salles de montre. Et surtout dans les salles de montre, je dirais, parce qu'on enlève l'étiquette de vitre et je pense pas que c'est légal. Je pense que c'est illégal de le faire, d'enlever pour probablement que la personne demande le prix et... C'est pas illégal. Je me suis renseigné. C'est légal de l'enlever. Mais elle doit être affichée. Elle doit être affichée. Donc, elle doit être dans le véhicule. Dans le véhicule, quelque part. Et à ce moment-là, bien sûr, il faut que ce prix-là comprenne tous les frais qui sont inclus. Donc, transport, préparation et tout. Les prix affichés là-dessus doivent être ça. Et c'est pour ça que souvent, ils l'enlèvent. D'abord, parce qu'ils ne veulent pas répondre aux questions. C'est trop compliqué. Et deuxièmement, parce que souvent, les gens ont fait du magasinage en ligne. On va faire du magasinage en disant, ben oui, moi, je reste en Ontario ou je ne sais pas trop. Et tu vas arriver chez ton concessionnaire, la voiture va être 2000 $ plus chère. En fait, elle n'est pas 2000 $ plus chère, c'est juste que chez nous, elle inclut transport et préparation. Absolument. Quand tu l'as magasiné en Ontario, elle ne l'incluait pas. Normalement, un véhicule neuf devrait avoir avec lui son étiquette de vitre. Absolument. Oui. Donc, si on l'enlève et si jamais un de ces véhicules-là vous intéresse et qu'on vous demandez le prix, demandez de voir l'étiquette de vitre parce que si vous achetez le véhicule, l'étiquette de vitre vous appartient. Oui, effectivement. Mais il y a les nouveaux vendeurs qu'il y a dans certaines concessions d'automobiles à Québec. Je ne la nommerai pas ici aujourd'hui, mais je sais qu'il y a bonnes concessions à Québec qui ont des nouveaux vendeurs, des jeunes vendeurs, qui, eux autres, qui disent, maintenant, vous magasinez une voiture, madame ou monsieur, allez voir sur l'Internet, nos prix sont affichés, et c'est à partir de là, moi j'ai une femme qui j'ai envoyée chez un concessionnaire, mais le gars dit, non, allez voir sur l'Internet. Moi, il m'a dit, je voudrais voir la voiture, il voudrait voir le prix. Il dit, c'est plus de même, ça marche, madame. Bien, voyons donc. Ouais. J'espère qu'elle n'a pas acheté là. Et j'espère que tu ne renverras pas personne d'autre. J'espère que tu n'envoyeras plus jamais personne là. Rapidement, en terminant, pourquoi la venue de Hyundai ne change pas au même rythme que les autres véhicules? C'est vrai, on change tous les autres véhicules, puis la venue, on n'y a pas trop touché parce que, d'après moi, le segment, on n'est pas certain si on veut continuer ou non dans ce segment-là. Moi, je pense que c'est exactement ça. Les prochaines versions du Venue devraient être électrifiées et on n'a pas voulu se lancer dans une mise à jour d'un véhicule qui n'a pas tant de popularité non plus. Ben oui, mais on ne le change pas. Mais non. C'est le seul qui a l'air d'arriver de nulle part. Oui, mais... Il n'est pas adapté à la gamme. Normalement, l'Elantra a changé 8 fois pendant que la Venue n'a pas changé une fois. Là. Si tu regardes tout le devant, le design, ces affaires-là. Donc, c'est un segment qu'on veut abandonner. C'est facile de dire qu'il ne s'en vend pas de petites voitures quand tu y touches pas jamais puis tu n'en mets jamais au bout du jour. Tu le sais comme moi, les petites voitures, les petits véhicules, il n'y en a presque plus. Puis même, regarde, on parlait du Nissan Kicks qui a grossi avec l'édition 2025. Le Venue va subir le même sort, c'est sûr. Bien, c'est ce que je pense. C'est qu'on va grossir probablement le véhicule. Merci, messieurs. Merci. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage.